Bonjour à tous, bienvenue à la conférence, la deuxième conférence de la matinée, Parcoursup, comment réussir sa candidature et sa première année de droit. Je me présente, je suis Julie Dugas, secrétaire générale de la fac de droit et je suis accompagnée aujourd'hui de Caroline Martin, qui est responsable de la licence droit et culture juridique et en charge des dispositifs d'accompagnement vers la réussite de nos étudiants. Je vais m'attacher aujourd'hui à vous expliquer comment fonctionne Parcoursup, le grand calendrier Parcoursup, mais aussi également, grâce à la présence de ma collègue à mes côtés, quels sont les bons conseils à suivre pour bien candidater au sein de notre établissement, ce que nous attendons de la part du candidat dans son dossier de candidature et la manière dont nous sélectionnons les lycéens pour intégrer nos formations. Alors, je vais commencer très rapidement par le petit calendrier. Et en effet, c'est flou, Armel. C'est pas grave. Je dois connaître à peu près par cœur les dates. Donc là, actuellement, dans le calendrier Parcoursup, alors, pardon, excusez-moi, je vais d'abord poser une question pour savoir combien de personnes dans la salle sont ici pour un élève de terminale, de manière à pouvoir adapter peut-être notre discours. Ok, donc plutôt quand même une majorité, même s'il y a aussi des premières, à mon avis. Alors, donc du coup, le fonctionnement Parcoursup en général, au mois de décembre, ouvre la plateforme qui permet de référencer la totalité de l'offre de formation de l'enseignement supérieur français sur une plateforme Parcoursup. On est déjà passé sur cette phase-là. En général, ça ouvre toujours à partir du milieu décembre, 20 décembre. Et on a toute cette phase de référencement et donc d'information pendant la fin du mois de décembre et le début janvier. À partir du 17 janvier, a ouvert cette année la plateforme Parcoursup pour formuler ses vœux. Sur notre offre de formation, ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, une formation égale un vœu. Nous ne fonctionnons pas avec des sous-vœux. Nous n'avons pas eu cette possibilité-là sur la plateforme Parcoursup. Donc, une licence droit et culture juridique sur notre campus lillois et une licence droit et culture juridique sur notre campus IC1, ça fait 2 vœux. Une licence droit et culture juridique sur notre campus lillois et une licence droit et sciences politiques sur le campus lillois, ça fait également 2 vœux. Et ainsi de suite, avec la licence européenne de droit, ça fera 3 vœux, et la licence droit et gestion de l'entreprise, ça fera 4 vœux, et ainsi de suite. Chaque formation chez nous compte pour un vœu. Ensuite, du 17 janvier jusqu'au 14 mars, vous avez donc du coup cette date, toute cette période pour formuler vos vœux. Maximum 10 vœux à faire sur la plateforme. Et à partir du 14 mars, vous avez, enfin, jusqu'au 3 avril, vous avez la possibilité de constituer votre dossier permettant du coup d'être sélectionné chez nous. Pourquoi nous avons besoin d'un dossier? Parce que nous sommes en filière sélective. Filière sélective, ça sous-entend donc que nous avons besoin de votre dossier pour pouvoir évaluer votre motivation et votre niveau pour intégrer nos formations. Nous avons une capacité d'accueil limitée qui nous permet du coup de mettre à place des dispositifs pour vous accompagner dans la réussite de vos études. Et donc, nous sommes donc en filière sélective. À compter donc vous avez jusqu'au 3 avril pour faire ce dossier. On va faire un petit focus ensuite sur en quoi consiste ce dossier, justement. Ce qu'il est important sur cette phase calendrier, c'est qu'à compter du 14 mars, vous n'aurez plus la possibilité de rajouter de vœux. Donc, vous aurez entre le 14 mars et le 3 avril la possibilité de compléter encore votre dossier, mais vous n'aurez plus la possibilité de rajouter de vœux passé le délai du 14 mars. Les dates sur Parcoursup sont assez importantes, donc il faut les respecter. C'est difficile de pouvoir compléter, enfin de pouvoir contourner les règles sur Parcoursup, et nous n'avons pas cette possibilité-là. Petit focus du coup sur le dossier qui est demandé et la manière dont nous... Ouais, à chaque fois, ça va être flou. Et la manière dont nous regardons du coup et nous établissons les critères pour pouvoir rentrer. Sur l'ensemble de nos formations, nous sommes donc en filière sélective, nous faisons une étude de dossier. Et pour la licence droit et culture juridique, la licence droit et sciences politiques, la licence européenne de droit,
la licence droit et gestion de l'entreprise et la International Law and Finance, nous avons un test complémentaire. Sur la licence, la prépa D1, la classe universitaire préparatoire aux grandes écoles, nous n'avons qu'une étude de dossier. Il n'y a pas de test. Et pour la licence International Law and Finance, qui est sur notre campus parisien, nous avons en plus un entretien en langue anglaise. Pour les pondérations sur les critères de sélection. Pour une fois, elle n'est pas floue, celle-là. Très bien. La proportion des critères de sélection que nous utilisons, 50% en fait de la note et du classement que nous allons remonter et de la note du candidat correspond en fait au résultat académique, c'est-à-dire la note de première, de terminale, du bac anticipé, du bac de français, pour 50%. Ensuite, nous prenons à 35% la motivation, les connaissances de la formation et la cohérence du projet. Là, on va aller regarder le projet motivé. On va aller regarder aussi également quelque chose qui est très important pour nous, c'est la fiche à venir qui est fournie par l'établissement de l'élève. Votre établissement de lycée va nous fournir des informations et des indications à post-conseil de classe qui nous permettront du coup de regarder et de compléter votre dossier sur ce qui est votre savoir-être, votre savoir-faire, sur des éléments qui sont importants pour nous à intégrer dans le dossier. Ce n'est pas de votre ressort, c'est bien du ressort de l'établissement qui nous fournit ces indications-là. Et ça compte dans le reste des pondérations de critères de sélection, en complément aussi de notre test de motivation qui compte pour 35%. Vous avez donc du coup là le petit graphique qui permet d'expliquer que les résultats sont très importants, mais pas que, puisqu'il y a quand même 50 autres % qui ne sont pas liés à des notes et un bulletin. Et donc c'est important de le prendre en compte. Il y a autre chose, même si ça dépend de l'établissement d'origine dans lequel vous vous trouvez, ça ne se repose pas que sur une moyenne générale ou une note obtenue dans telle ou telle matière. Et ça, c'est important à prendre en considération et à peut-être rassurer certains d'entre vous ici dans la salle. Ce que je vous propose du coup, puisque ma collègue est à côté de moi, c'est de poser la question du coup à un responsable de formation pour savoir comment il étudie ce dossier du lycéen. Puisque du coup, comme je le présente là, une grosse partie des critères de sélection repose sur le dossier, donc les résultats de première, de terminale, du bac de français, etc., le projet motivé, le CV et notre test en ligne. Alors, Caroline, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu regardes dans le dossier académique de l'étudiant, du lycéen? Bonjour à tous, déjà, bienvenue. Donc, ce que nous regardons, alors je vais parler en mon nom en tant que responsable de formation de la licence DCJ, mais aussi au nom de mes collègues droit européen, Sciences Po. Donc, nous étudions le dossier de manière générale. Donc, bien sûr, il y a la note, c'est le premier critère, les moyennes qui vont entrer en ligne de compte, mais ce n'est pas l'élément principal pour nous, la moyenne. Alors, effectivement, quand un étudiant a 18, un lycéen a 18 de moyenne, bon, c'est déjà un bon départ, mais ce n'est pas ce qui va être le plus important. Pour nous, ce qui va être important, ce sont vraiment les appréciations qu'on va retrouver sur les bulletins. C'est-à-dire qu'un lycéen qui a un 11 de moyenne avec des encouragements, des appréciations qui montrent qu'il y a des efforts réguliers, qu'il y a une progression, c'est un dossier qui va pour nous être intéressant et qui va probablement être sélectionné. Donc, il faut déjà vous retirer une idée qui circule. Nous ne prenons pas que des lycéens qui ont 18 de moyenne. Pas du tout. La première justification, c'est que déjà, les lycéens qui sont un peu en difficulté au lycée vont peut-être se révéler en faculté, puisqu'ils vont
ils auront choisi leur orientation, et puis surtout parce que nous avons des dispositifs d'accompagnement justement destinés à mettre sur les rails les lycéens qui ont un peu de difficulté au départ. Donc, il n'y a pas du tout de sélection avec une moyenne de minimum 16, c'est ce qu'on entend parfois, 16, 18. Ce n'est pas du tout le cas. On va examiner évidemment le projet motivé, ça c'est très important. Alors, dans votre projet motivé, vous allez être limité en nombre de caractères. Donc, il faut vraiment utiliser cette case pour vous présenter et nous dire pourquoi vous avez envie de faire des études de droit. N'utilisez pas ce nombre minimum de caractères pour nous dire qu'on est formidable, que c'est vraiment nous qui sommes les meilleurs. On le sait, comme monsieur le doyen. Donc, simplement, présentez-vous avec avec vos propres mots, qui vous êtes, pourquoi vous voulez faire du droit. Vous avez fait peut-être un stage qui vous a permis de choisir cette orientation. Vous êtes curieux, vous avez envie de faire tel métier. Dites-nous qui vous êtes. D'accord ? Dans votre CV, votre CV au lycée, il n'est pas très fourni, c'est tout à fait normal. Mettez en avant évidemment les stages si vous en avez fait, et mettez en avant vos passions, vos engagements associatifs s'il y en a, c'est très important. Ça nous tient à cœur de recruter des étudiants qui sont engagés, qui ont envie de s'ouvrir au monde. Donc, il y a tout ça dans votre dossier, d'accord ? S'agissant du test, alors là aussi, il est redouté ce test. Le test n'est pas là pour vous, c'est pas une question de sélection absolue. Le test est là pour voir si vous avez envie de faire du droit. Et puis, vous allez avoir des questions simples sur l'actualité, sur le quotidien. Quelques questions basiques de français en ce qui concerne la licence droit et culture juridique. Donc, il ne faut pas redouter ce test. Il ne faut pas constituer une réunion de personnes autour de vous pour vous aider à passer ce test. L'idée, c'est de voir si vous êtes vraiment fait pour ce type d'études, si vous avez fait le bon choix aussi. Donc, pas de stress pour le test. En droit et culture juridique, vous n'aurez que des questions d'orientation, de motivation et quelques questions de français, culture générale de base. D'accord ? Pour les autres parcours, sciences politiques et euro, il y a des prérequis supplémentaires. En euro, il y a un test de langue. Donc, on va tester votre niveau de langue puisqu'il y a des cours qui sont dispensés en anglais. Donc, il faut que vous soyez en capacité de suivre ces cours, évidemment. En licence sciences politiques, on va tester votre culture générale de manière un petit peu plus poussée. Culture politique, culture générale, française et internationale, puisqu'il y a des prérequis pour entrer dans ce parcours. Pour la licence droit et gestion de l'entreprise, les questions seront un peu plus orientées sur des questions économiques, de culture générale de base. Donc voilà pour les éléments dont on va tenir compte pour vos candidatures. Bien sûr, si vous avez des questions, on va faire un petit temps de questions-réponses juste après. Tout à fait. Ce test a lieu du coup le 4 mai prochain. Il se fait en distanciel, mais en synchrone. Ça sous-entend que du coup, il y a un horaire de convocation qui aura lieu. On vous enverra une convocation avec un horaire. Il faudra se connecter en distanciel ce jour-là, le 4 mai, pour pouvoir passer le test que nous proposons en ligne, en même temps que nous serons, nous, également en visio avec vous ce jour-là.
Je voulais préciser aussi que ce test est un test fac de droit de l'Université catholique de Lille. C'est bien quelque chose qui a été travaillé et préparé par les responsables de formation de nos parcours et qui n'est pas du tout basé sur le test que les candidats ont à faire quand vous souhaitez faire un vœu en droit sur la plateforme Parcoursup. Certains des étudiants ont peut-être déjà commencé à faire ce test en ligne sur la plateforme Parcoursup, qui est un test qui est complètement extérieur à notre établissement et pour lequel nous n'obtenons même pas les résultats que vous avez normalement sur la plateforme Parcoursup. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà peut-être fait ce test-là? Non? Personne dans la salle? Si? Oui. Donc, certains voient de quoi je parle. Donc, ces questions qui vous sont posées et qui vous donnent à la fin de ce test une note est une note indicative qu'il n'est pas recommandé pour nous de suivre personnellement, puisque nous ne savons même pas le contenu des questions. Donc, ne vous privez pas de faire une candidature au sein de notre établissement parce que vous auriez peut-être obtenu une note de 12 sur 20 ou je ne sais quoi, et que vous pourriez peut-être estimer que ce n'est pas assez pour pouvoir intégrer et embrasser une filière en droit. Ce test-là, pour nous, n'a pas de valeur réelle pour notre sélection ou pour identifier si le candidat est un candidat qui peut embrasser une carrière en droit. On n'y a même pas accès. Non. Moi, je n'ai jamais vu ces tests. Donc, c'est pour vous, ça vous donne une idée des questions qui peuvent être posées, ça vous donne une idée voilà, du résultat, mais nous, on n'a même pas accès à ce test, donc on n'en tient absolument pas compte. Et voilà, il faut passer au-delà. Je ne sais pas si les résultats sont mauvais en général ou bons. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment c'est noté. Donc, voilà, ça n'a rien à voir avec nous. Et il ne faut pas s'empêcher de poursuivre la candidature en fonction du résultat. C'est important. Une petite question à distance de Julie. Si on s'inscrit à 2 licences, les tests ont lieu à des horaires différents? Oui. En fait, on convoquera les candidats sur la période sur la journée du 4 mai et il y aura bien un test par filière choisi dans Parcoursup. Ce que je vous propose, c'est peut-être de basculer sur la suite du calendrier rapidement, de manière à vous expliquer le fonctionnement de Parcoursup, et ensuite on passe à des questions-réponses avec la salle et en ligne. Une fois que nous avons fait ce dossier et ce test pour lequel vous serez convoqué autour du 15 avril, vous allez normalement recevoir un email sur l'adresse mail renseignée sur la plateforme Parcoursup. C'est important de bien mettre une bonne adresse mail que vous allez consulter régulièrement sur la plateforme Parcoursup, et pas une adresse qu'on consulte une fois tous les 6 mois. Hein. Sur cette période-là, c'est une adresse où on connaît bien son mot de passe et on se connecte facilement. Du coup, autour du 15 avril, vous allez avoir la convocation. Pour le 4 mai, vous aurez vos horaires de connexion, les mots de passe, etc. S'il y a une difficulté pour se rendre disponible le 4 mai, contactez-nous. Nous verrons ce que nous allons pouvoir faire pour vous aider. Une fois que nous avons fait toute cette phase de sélection, nos responsables de formation, puisque nous sommes en filière sélective avec une capacité limitée, établissent un classement que nous remontons sur Parcoursup qui permet ensuite, à partir du 30 mai, de rentrer dans la phase d'admission. Au 30 mai, les élèves de terminale reçoivent donc une réponse de Parcoursup. Vous allez avoir soit une réponse oui, soit une réponse oui en attente, ou non. Non, ça veut dire que du coup, votre dossier a été refusé au sein de notre établissement pour différentes raisons. Les prérequis n'étaient pas respectés, vous n'aviez pas le profil requis, etc. etc. Ça nous arrive de temps en temps. C'est assez rare, mais ça nous arrive. Ensuite, vous avez la possibilité d'avoir une réponse en attente. Ça sous-entend que votre dossier a été sélectionné, mais il n'est pas classé en priorité sur notre liste de classement par rapport à notre capacité d'accueil. Pas de panique.
Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de place. Les jeux Parcoursup changent très vite. Le fonctionnement de Parcoursup, c'est bien qu'il y ait des élèves qui répondent rapidement de manière à pouvoir libérer des places pour laisser la place à ceux qui sont en attente. Pendant les 15 premiers jours qui suivent le 30 mai, ça bouge très, très vite. Donc, si vous êtes numéro 300e ou 400e ou 500e, eh ben, ça ne veut pas forcément dire que vous n'allez pas être reçu, parce que ça peut aller très, très vite. On reçoit beaucoup de candidatures, on classe énormément, mais tout le monde ne veut pas forcément venir au sein de notre établissement, ou parfois, même au sein de notre établissement, des personnes ont fait 3 vœux. Et donc, du coup, ils sont obligés à un moment, parce qu'ils obtiennent une réponse chez nous de oui dans les 3 vœux, de choisir parmi ces 3 vœux. Et donc, s'ils choisissent la droit et culture juridique, ils laissent la place pour les vœux de droit et sciences politiques ou de licence européenne. Et donc, dans un schéma comme ça, où on doit répondre très, très rapidement parmi tous les vœux dans lesquels nous avons obtenu un oui, du coup, ça libère des places qui permettent du coup ensuite d'appeler ceux qui sont en attente. Et donc, sur les 15 premiers jours, ça va très, très vite. Ça bouge énormément. Donc, il ne faut pas s'inquiéter sur le fait d'être en liste d'attente les 15 premiers jours. Il n'y a rien de très, très inquiétant. Et bien évidemment, si vous avez obtenu le oui, ça veut dire que votre dossier faisait partie du haut du classement et donc du nombre aussi de places que nous avions dans nos amphis. Ce qu'il est important de savoir dans le système Parcoursup, c'est que si vous avez obtenu plusieurs oui, vous avez l'obligation de ne conserver qu'un seul et unique oui. Donc, vous avez l'obligation de faire un choix. Par contre, si vous aviez obtenu une réponse et qu'il y a dans la liste de vos vœux une candidature que vous souhaitiez absolument conserver, mais pour laquelle vous n'avez pas encore obtenu un oui, vous avez la possibilité de conserver vos vœux en attente. À chaque nouvelle attribution d'un vœu, quand vous avez 2 oui, vous avez l'obligation de n'en conserver qu'un seul, mais de dire à Parcoursup que vous attendez encore mieux dans votre liste et de conserver du coup les vœux qui restent en attente jusqu'à la fin de la procédure principale. Une fois que vous avez obtenu votre oui définitif et que vous êtes intégré dans la plateforme Parcoursup comme étant et que vous n'avez plus aucun vœu en attente, vous avez la possibilité, ou que vous décidez de ne plus attendre d'avoir des vœux complémentaires, vous basculez du coup dans une étape d'inscription administrative et financière au sein de l'établissement. Et donc, vous recevez un email, un dernier email, vous indiquant la procédure pour vous inscrire définitivement chez nous. Pour tous ceux qui n'auraient pas obtenu le vœu qu'ils souhaiteraient en procédure principale, il y a aussi pour information l'ouverture d'une procédure complémentaire à partir du 11 juin et qui court jusqu'en 12 septembre. Ce qu'il faut savoir sur cette procédure complémentaire, c'est que ce ne sont que les places encore disponibles qui sont mises dans cette procédure complémentaire. Ça sous-entend donc que si pour l'instant nos formations ont encore suffisamment de candidats sur la liste d'attente, elles ne seront pas ouvertes en procédure complémentaire. Et il faut aussi savoir qu'un candidat qui a postulé en licence droit et culture juridique, par exemple, en procédure principale, même s'il y a des places disponibles encore en procédure complémentaire, ne pourra pas refaire ce choix-là. Donc, c'est les petites particularités de la procédure complémentaire. Je pense en avoir à peu près terminé sur le calendrier. Donc, on va pouvoir passer à une phase de questions-réponses. Je me permets, j'en ai juste une à distance. Peut-être que tu as déjà répondu, excuse-moi Julie. Peut-on conserver tous nos vœux en attente? J'avais compris qu'on ne pouvait garder que les vœux sélectifs. Non, on peut conserver tous les vœux en attente. Ce que je vous propose, c'est de passer peut-être sur un petit temps de questions-réponses sur le principe de Parcoursup et les modalités de sélection. Et ensuite, ma collègue Caroline vous expliquera comment réussir correctement aussi sa première année de droit au sein de notre établissement. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors, j'ai vu que vous aviez un numéro RNCP pour chaque formation. Oui. Est-ce que c'est ce numéro-là qui nous permet de vous retrouver dans Parcoursup? Alors, je répète la question pour que tout le monde puisse l'entendre et également à distance. Le numéro RNCP qui est indiqué sur nos formations, est-ce qu'il nous permet
de nous retrouver sur Parcoursup. Non, le plus simple, c'est de faire une recherche par discipline, mots-clés, plutôt que par RNCP. Mais je ne pense pas d'ailleurs que dans les critères et le système par recherche, le RNCP soit utilisé. Donc plutôt par mots-clés, droit, avec la ville, en association, ça vous permettra de facilement nous retrouver. Une autre question? Ouais, moi j'ai une question à distance, Julie. Mhm. De Victorine. Si une année de service civique est envisagée, puis-je décaler mon inscription si je suis retenue sur Parcoursup? Alors, il y a l'opportunité de faire une césure via Parcoursup. Ce n'est pas impossible, en tout cas. Elle peut candidater via l'outil Parcoursup. Si elle est sélectionnée, elle peut faire le choix de solliciter une demande pour obtenir son année de césure. Il revient du coup à l'établissement et au responsable de formation de l'autoriser ou de la refuser. Voilà, ça sera soumis à un accord par le responsable de formation dans le délai imparti avant l'inscription finale. D'autres questions? Oui. Alors, est-ce que vous avez un délai de réponse pour répondre entre le 30 mai et le 11 juin? Oui, tout à fait. Dans Parcoursup, il y a toujours un délai. Le premier temps de délai, la première phase, c'est 5 jours pour pouvoir répondre à vos premiers vœux. Et ensuite, le temps de réponse est raccourci à 48 heures de mémoire ou 72 heures, je ne sais plus. Et plus vous avancez dans la phase, plus le délai est court. Il y a juste une phase dans laquelle on accompagne, enfin, Parcoursup a mis en place un système où pendant les épreuves de baccalauréat, en général, on stoppe les délais de réponse justement et ça permet aux élèves de ne pas être perturbés entre leurs épreuves et les réponses Parcoursup, pour ceux qui ont encore quelques épreuves. Oui. Dites-moi, monsieur. Oui. Oui. Alors, très bonne question. Monsieur remarque que la filière droit et gestion de l'entreprise n'apparaît pas sur Parcoursup. Tout à fait. Nous sommes en discussion avec le Parcoursup actuellement pour pouvoir être visible. C'est une nouveauté cette année, la licence droit et gestion de l'entreprise. Et donc, nous avons dû monter un dossier pour pouvoir autoriser son ouverture. Et on est sur la phase finale du dossier, justement, qui devrait nous autoriser à l'ouvrir. Ben, j'espère bien. Oui, pour moi, oui, elle le sera puisque nous avons toutes nos autorisations de conventionnement pour nous permettre de délivrer le diplôme et d'ouvrir la formation. Donc, c'est des démarches administratives avec le rectorat d'académie. Mais ça devrait arriver bien prochainement. Oui. Oui. Dans les 5 jours, donc il va répondre, quand on répond là, à partir du 30 mai, on répond quoi? On répond. Alors, la manière dont vous devez répondre pour la phase d'admission, c'est que vous allez au 30 mai avoir sur vos 10 vœux peut-être 3 oui et le reste, vous allez peut-être avoir 2 non et le reste, vous allez avoir des en attente. Sur vos 3 oui, vous avez l'obligation de n'en conserver qu'un seul, parce que le système Parcoursup, c'est de laisser l'opportunité aux autres de pouvoir obtenir des places. C'est le principe de candidat place, et j'essaye de trouver une place pour chacun. Donc, dès lors que vous avez 3 oui, on vous demande de faire un choix obligatoire. Et ça, vous avez à le faire dans les 5 jours qui suivent le 30 mai. Sur vos non, vous n'avez pas vraiment de possibilité, c'est non. Voilà. Et sur les en attente, vous avez l'opportunité de dire à Parcoursup, je veux conserver ces choix en attente parce que c'est ceux que j'aimerais obtenir. Par contre, si vous ne les voulez pas, vous pouvez aussi les mettre de côté et libérer ces places. Et c'est très bien pour les suivants. Le plus important, c'est de savoir que vous avez l'opportunité de conserver vos vœux en attente si c'est ce que vous souhaitez obtenir
au fur et à mesure que les places se libèrent. Et vous avez par contre l'obligation, dès lors que vous avez un nouveau vœu qui arrive et qui vous met un oui définitif, vous avez l'obligation de choisir. Vous ne pouvez pas conserver 3 oui pendant cette phase d'admission. Par contre, vous avez l'opportunité de conserver et de dire à Parcoursup, je veux espérer un vœu en attente. Oui. Alors, dans le schéma Parcoursup, vous n'êtes plus sur les 5 premiers jours, vous êtes 15 jours après et vous obtenez enfin un vœu supplémentaire, oui, de votre liste qui est en attente. Mais finalement, peut-être que ce n'est pas celui que vous voudriez. Vous avez donc l'obligation, vous vous retrouvez avec 2 vœux oui définitifs. Vous avez l'obligation de choisir entre ces 2 vœux. Donc, soit vous conservez votre premier, que vous avez vous conservez votre oui définitif, le premier qu'on vous avait donné, que vous aviez choisi, ou finalement, celui-là, il est quand même plus intéressant. Du coup, vous conservez ce nouveau-là. Mais vous avez aussi l'opportunité de dire, j'ai encore des vœux en attente que je préférerais obtenir. Et donc, du coup, je conserve ces vœux en attente et j'espère les obtenir. Alors, sur les phases suivantes, vous avez 3 jours en général, je crois, pour donner votre réponse. Et finalement, tous les jours, vous pourriez obtenir un nouveau vœu, en fait, en fonction des places qui se libèrent. Donc, il faut y aller très, très régulièrement sur cette période-là. J'ai une question, pardon. J'ai une question à distance que je retrouve. Pardon. D'Aliénor, par rapport à la prépa D1. Lorsqu'on choisit la prépa de marque, le vœu de la licence de droit est-il automatique sur Parcoursup ou faut-il inscrire le vœu de licence en plus? Est-ce que ça comptabilise 2 vœux ou un vœu et un sous-vœu? Non. Alors, très bonne question. La prépa D1 est une prépa qui est en entrée désormais via notre partenaire, l'établissement de Marc Institution. Et sa seule entrée passe désormais par Marc Institution et donc il n'y aura qu'un vœu décompté, la prépa D1 au sein de Marc Institution, mais qui, de fait, parce que nous sommes partenaires, lui permettra une inscription en licence chez nous. Il n'y a pas de vœux à faire et il n'y a pas de démarche de candidature au sein de notre établissement. Désormais, celle-ci passe par Marc Institution. Oui. Est-ce que nous pouvons candidater hors Parcoursup au sein de notre établissement? Non. Non, toutes nos formations sont sur Parcoursup. Et c'est une obligation. Oui. L'option qui est gestion des entreprises et oui. On saura le valider avant le 14 mars? Oui. Mais alors, elle apparaîtra sur Parcoursup. Il faut régulièrement… Alors, ce que vous pouvez faire, c'est nous indiquer que vous êtes intéressé par cette formation, nous envoyer un email et du coup, dès qu'on sait qu'elle a ouvert, on peut vous envoyer un email pour vous prévenir. Pour ceux qui sont intéressés par la licence droit et gestion de l'entreprise, dès lors qu'on aura l'autorisation, elle apparaîtra. Donc, on peut vous informer de ça si vous le souhaitez ou sinon y aller régulièrement pour vérifier. Oui. Alors, nous avons des candidatures issues de filières technologiques. Je pense que la plus à même de répondre justement sur le sujet. Alors, le pourcentage, je suis incapable de vous le donner. Ce que je peux vous répondre, c'est qu'en droit et culture juridique, les filières technologiques, les dossiers des filières technologiques sont étudiés au même titre que les autres dossiers de filière générale. Donc, en licence droit et culture juridique, nous prenons des bacs STMG, d'accord, sans difficulté. Par contre, le pourcentage, je l'ignore complètement. Donc, voilà, votre dossier est étudié au même titre que les autres dossiers. Pour les autres parcours, en tout cas pour le parcours Sciences Po et le parcours Euro, les dossiers des filières technologiques ne sont pas étudiés.
Peut-être que, je ne sais pas si vous avez cette question-là, mais c'est peut-être important de la poser pour qu'on puisse y répondre. Est-ce que les options au lycée sont importantes en fait, dans le dossier de candidature? Alors, les options sont-elles importantes? Vous avez fait des choix multiples et variés pour le bac. Il n'y a pas d'option idéale pour être admis en faculté de droit. Souvent, on nous pose la question de l'option droit, d'étudiants, des lycéens qui nous disent je n'ai pas choisi l'option droit, je regrette, je ne vais pas être pris en fac de droit. Pas du tout. L'option droit, elle existe pour vous donner l'envie. D'accord? Donc, vous allez, avec cette option droit, découvrir quelques notions et ce qui vous attend. Mais à minima, bien sûr, en fac de droit. Donc, si vous avez choisi l'option droit, très bien, c'est pour vous, ça a conforté votre choix. Si vous n'avez pas choisi l'option droit, c'est pas grave du tout. Si vous avez un profil scientifique, vous avez choisi de la physique, de la bio, et vous voulez faire du droit, il n'y a pas de souci. D'accord? Le profil scientifique, au moins, a travaillé l'acquisition du raisonnement, et c'est ce qu'on attend en droit. Vous avez un profil littéraire, vous n'avez choisi que des matières littéraires, super, puisqu'en droit, il faut savoir écrire, il faut savoir s'exprimer. Donc, il n'y a pas de choix déterminant. Faites ce dont vous avez envie, choisissez les options qui vous intéressent. Et dans votre projet motivé, vous pourrez expliquer rapidement que vous avez choisi telle option, que ça vous a donné envie de faire du droit, si vous avez choisi grands enjeux du monde contemporain, ou au contraire que vous avez choisi des options scientifiques, mais vous avez envie de découvrir le droit. Il n'y a pas de choix déterminant. Ça, c'est vraiment important. Est-ce que vous avez d'autres questions sur Parcoursup et ses petites particularités? Oui. 2 fois par jour, pardon. Je réfléchissais. Je réfléchissais à la bonne réponse. 2 fois par jour en général, une fois très tôt le matin ou la nuit, si vous préférez, et une fois à milieu de journée. Oui. Très bonne question. Est-ce que le projet motivé doit être différent pour chaque vœu? Alors, le projet motivé doit être différent pour chaque vœu, c'est-à-dire que vous devez mettre en avant, le lycéen doit mettre en avant son intérêt pour tel ou tel parcours. D'accord? De manière générale, il va mettre en avant son intérêt pour le droit, puisque chaque parcours permet d'obtenir une licence de droit. Donc, forcément, quand on postule dans un de nos parcours, il faut dire qu'on a envie de faire du droit, ça c'est la première chose. Par contre, si on postule en licence européenne, il faut mettre en avant son intérêt pour la pratique des langues, pour le droit étranger, et en sciences politiques, pareil, il faut mettre en avant son goût pour la science politique. Voilà. Je dirais même, parce qu'il nous arrive quand même de faire cette conférence à 3 avec la responsable de la licence droit et sciences politiques, qui a pour habitude généralement quand même de conseiller de ne pas se tromper d'établissement aussi dans les projets motivés, puisque nous savons que nous avons aussi des filières en sciences politiques au sein de l'université, et il arrive régulièrement que le projet motivé soit plutôt pour une autre filière que la sienne, et pour elle, ça, c'est quelque chose d'assez important. Donc oui, les projets motivés doivent être personnalisés. Une autre question? Une question d'Agathe. On nous expliquait que nous pouvions conserver tous nos oui en attente, que c'était la différence avec l'ancien process. Pourriez-vous préciser cette partie, s'il vous plaît? Alors, il n'y a pas de différence avec l'ancien process, ça a toujours fonctionné comme ça. Le système du j'ai plusieurs vœux, je dois choisir un vœu parmi mes oui définitifs et je conserve les oui en attente si je le souhaite, est quelque chose qui est mis en place depuis plusieurs années.
D'autres questions? On peut peut-être passer à la suite et de toute façon, il y aura encore des questions à la fin si vous le souhaitez, si les éléments suivants vous amènent d'autres questions. On va passer du coup à la partie réussir sa première année de droit. Allons-y. Alors, comment réussir cette première année de droit? Alors, déjà, on va vous aider à la réussir puisque vous allez être accompagné dans cette réussite. La plus grande difficulté que vous allez rencontrer en fac de droit, que ce soit chez nous ou ailleurs, de toute façon, c'est l'acquisition de la méthodologie juridique, du raisonnement juridique. Donc, c'est ce sur quoi nous allons mettre l'accent dès la première année. Donc, il n'y a pas de secret. Pour réussir la première année, il va falloir travailler et il va falloir s'entraîner. S'entraîner aux exercices juridiques. Alors, vous aurez l'occasion de le faire en travaillant vos séances de travaux encadrés. On en reparlera un petit peu après. Mais vous aurez aussi l'occasion de le faire en participant au dispositif d'accompagnement, des ateliers méthodologiques ou du tutorat individuel. Donc ça, c'est vraiment notre petit plus, on va dire, ou notre grand plus. On propose aux étudiants, sur la base du volontariat, des séances de 2 heures de travail sur des exercices juridiques. Donc, vous allez pouvoir vous inscrire à des horaires divers et variés, en distanciel, en présentiel. Donc, il y a un tas de propositions qui vous seront faites dans les matières fondamentales pour travailler un exercice en petits groupes de 8 étudiants maximum. Donc, et vous allez être accompagné d'un enseignant qui va travailler par étapes. Donc, on travaille dans la construction de l'exercice juridique. On va vous proposer également du tutorat individuel. Donc, tutorat individuel, comme son nom l'indique, c'est individualisé totalement. Les étudiants pourront avoir un rendez-vous, un face-à-face avec un enseignant pour présenter un exercice juridique à l'oral et l'enseignant va pouvoir corriger, mettre l'accent sur les difficultés qu'il a constatées, sur les erreurs qui ont été commises. Donc, pendant toute votre première année et aussi votre deuxième année, on vous accompagne par le biais de ces dispositifs qui vous permettent de vous entraîner. Donc ça, c'est la première chose. Ouais, vas-y. On va vous aider à passer le cap. Ça aussi, c'est très important puisque, alors vous allez voir, la rentrée a lieu très tôt. Souvent, je ne sais plus si ça a déjà été fixé. Moi et les dates, d'ailleurs, j'admire Julie quand elle présente Parcoursup. À chaque fois, je redécouvre Parcoursup, j'adore. En général, ça nous arrive, malheureusement, je préfère le dire, que la rentrée ait lieu au mois d'août. Alors, on n'essaie jamais plus tôt que le 30 août, mais ça nous arrive quand même d'être au mois d'août, malheureusement, y compris pour nous, hein, mais quand même au mois d'août. Donc, nous rentrons très tôt pour vous permettre de rentrer en douceur. Et vous allez avoir une phase de 3 semaines d'unité de transition. Alors, pendant ces 3 semaines, il va y avoir des cours, dont un cours d'organisation de la justice qui va vous passionner, puisque c'est moi qui le dispense, mais surtout, un accompagnement pour vous apprendre donc, à prendre des notes, à vous mettre dans le rythme, à trouver vos repères, puisque la difficulté de cette première année, c'est aussi le grand bouleversement à tous les niveaux. Au niveau personnel, vous allez quitter le nid pour certains, vous allez découvrir les joies de la vie étudiante, vous allez découvrir les nouveaux horaires, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur des semaines balisées où on termine à 17h. Il y a des jours où vous commencerez à 11h, vous finirez à 20h. Enfin, tout est bouleversé. Donc, pendant ces 3 semaines, on va vraiment vous aider à passer le cap et à trouver votre place. Donc, dans les séminaires Apprendre à apprendre, on vous apprend à faire un planning, à
à vous organiser dans votre travail, à exploiter ces phases de trous, comme vous appelez dans l'emploi du temps, qui sont des phases de travail. Tout ça sur une période de 3 semaines. Et ce qui fait que quand vous commencerez véritablement à travailler les matières fondamentales, vous serez prêt. D'accord ? On vous apprend à prendre des notes sans ordinateur, par exemple, pour vous familiariser avec le travail écrit. Vous allez être pris en charge, voilà, pendant ces 3 semaines. Ensuite, à propos des matières fondamentales, donc vous serez prêt à travailler les matières fondamentales. En droit, il y a 2 matières fondamentales, le droit civil et le droit constitutionnel pour la première année, droit civil, droit administratif pour la 2e année, donc droit privé, droit public. D'accord ? Ces matières fondamentales vont nécessiter une charge de travail importante. Alors, vous allez voir une grande différence entre le lycée et la fac. Et ça, ce n'est pas propre à notre établissement. Il y a un fossé en ce qui concerne la charge de travail. Sauf que ce travail, quand on fait des études de droit, il est quand même relativement intéressant. Il ne s'agit pas d'apprendre par cœur, il s'agit d'être curieux, de s'intéresser à des tas de choses qui sont en lien avec votre quotidien. Je pense par exemple au droit de la famille, ce sont des notions qui vous parlent, avec lesquelles vous pouvez faire des liens avec votre vie personnelle. Donc c'est un travail qui va être beaucoup plus fastidieux qu'au lycée, pas vous mentir, mais qui va être beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire que les heures que vous allez passer à travailler, vous n'allez pas les voir passer. C'est l'idée. En tout cas, c'est l'objectif. Pour vous aider à travailler ces matières fondamentales, on adopte un système d'OWOC, ça veut dire One Week, One Course. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la séance de TD a lieu la même semaine que le cours fondamental. Alors peut-être que parmi les parents qui sont là, vous avez suivi des études de droit ou vous avez connu le cours fondamental avec la séance de TD 3 semaines après ou 1 mois après. Nous avons choisi de faire tout ça dans la même semaine pour immerger complètement l'étudiant dans la thématique. C'est-à-dire que si le lundi en cours fonda, on voit la question de la protection de la vie privée, le jeudi, en travaux encadrés, on travaille sur la vie privée. Ce qui fait qu'à la fin de la semaine, la thématique est complètement assimilée et l'étudiant ne jongle pas entre les thématiques et ne s'y perd pas. Et ça, c'est vraiment important en première année, puisqu'il y a déjà tellement d'autres problématiques à régler. Il ne faut pas qu'en plus, l'étudiant soit perdu entre le cours à travailler, mais la séance de TD qui porte sur une autre thématique. Donc, ce système-là a montré que c'était vraiment quelque chose de bénéfique pour les étudiants. On va insister sur la méthodologie juridique. Vous aurez des séances de TD de 3 heures. Une séance de TD dans d'autres établissements, c'est 1h30. Chez nous, ce sera 3 heures parce que sur les 3 heures, on travaille 1h30 sur l'acquisition de la méthodologie juridique, ce qui est le plus important puisque c'est sur ce point-là que vous allez être évalué. Ce qui me permet d'en arriver à la notation. Vous allez avoir beaucoup d'évaluations puisque pendant tout le premier semestre, vous serez noté en contrôle continu. Donc là aussi, ça vous permet de progresser, évidemment. S'il y a un accident en tout début ou à une autre période du semestre, vous pouvez toujours rattraper puisqu'il y a des évaluations régulières avec un contrôle continu et vous allez être évalué sur toute l'année. C'est-à-dire qu'il y a une compensation horizontale qui va s'effectuer, c'est-à-dire que même si vous avez un peu de difficulté au démarrage, premier semestre, ça peut être compensé
par le deuxième semestre, où là, vous êtes plus à l'aise, vous avez compris ce que l'on attendait de vous, la manière de travailler, etc. Donc, vous aurez le temps de vous adapter et de réussir cette première année. La clé de la réussite, c'est la régularité. C'est ce que je dis toujours à mes étudiants. Un étudiant en droit, il doit être épanoui. Ça doit être un étudiant heureux, qui n'a pas des cernes jusque-là, qui ne travaille pas toute la nuit. Ce n'est pas un étudiant de médecine. Alors, peut-être que parmi vous, certains hésitent entre la médecine et le droit. La médecine, c'est super, hein, mais vous allez dire au revoir à vos camarades en août et vous les reverrez en mai. En droit, ça doit être différent. C'est-à-dire que les études de droit ne nécessitent pas de travailler jour et nuit. En revanche, ça nécessite de travailler régulièrement. Et ça, on va vous aider, de travailler régulièrement et de vous intéresser au monde qui vous entoure. Et dès le début aussi. Et dès le début. Je ne sais pas si j'ai encore des choses à vous dire. Oui, j'ai encore des choses à vous dire. Donc, durant cette licence de droit, quel que soit le parcours que vous choisirez, vous aurez un stage obligatoire de 8 semaines à effectuer. Ce que l'on vous conseille, donc c'est un stage découverte, c'est pour affiner votre projet professionnel. Donc, c'est déjà de démarrer dès la première année et de découper cette obligation de stage. De faire des stages d'une semaine, 15 jours. Vous savez bien qu'en première année, on ne va pas vous confier des tâches très importantes. Donc, ça va être de l'observation. Vous n'êtes pas du tout attiré par un métier, allez faire un stage quand même d'une semaine. Vous verrez que peut-être, finalement, ce métier vous intéressera. Vous êtes très intéressé par un métier, vous y allez et peut-être que vous verrez que ce n'est pas tout à fait ce à quoi vous vous attendiez. Donc, cette obligation de stage, elle est là non pas pour vous contraindre, elle est là vraiment pour que vous puissiez affiner votre projet pro. Alors, vous serez évidemment accompagné dans cette recherche de stage pour la rédaction du CV, pour la lettre de motivation. On a une personne ici à la fac de droit qui est dédiée aux relations entreprises, qui accompagne tous nos étudiants dans la recherche du projet professionnel. Et au niveau de l'établissement, on a le Career Center qui s'occupe de tous les étudiants de l'Institut catholique de Lille, qui aussi accompagne les étudiants. Il va y avoir des rencontres avec les praticiens du droit, des conférences diverses et variées. On pourrait vivre toute une semaine de 8h à 22h dans cet établissement, tellement il y a de conférences qui sont proposées. Donc, vous ne pourrez pas assister à tout, mais au moins, vous pourrez choisir ce qui vous intéresse et ce qui vous permettra d'affiner votre projet pro. L'engagement étudiant, alors c'est quelque chose qui nous tient à cœur, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a des offres de plus en plus nombreuses d'associations d'engagement étudiant qui vous seront présentées, je pense. Alors, il doit y avoir des représentants qui sont présents et qui vous seront présentés, bien entendu, dès le début de la première année. Cet engagement étudiant, il peut être valorisé. C'est-à-dire que si vous vous investissez dans une asso et que vous choisissez de valoriser cet investissement, vous pourrez le faire en constituant un dossier, on vous expliquera tout ça, ce qui vous permettra de gagner quelques dixièmes de points sur une moyenne. Alors, quelques dixièmes de points sur une moyenne, ça peut être une mention, par exemple, et ça peut aussi vous permettre d'être rattrapé si on est un petit peu juste, voir que l'étudiant s'est engagé, c'est un point positif, bien sûr, pour les jurys. L'accompagnement par le Career Center, je l'ai précisé. Donc, on vous aide dans
dans cette recherche de votre projet pro. Si vous arrivez en première année en ignorant complètement ce que vous voulez faire, je trouve ça à la limite assez normal. Donc, il n'y a aucun problème. On va vous aider à trouver votre voie. Après, encore une fois, on a des tas d'étudiants qui arrivent en disant « j'ai toujours rêvé d'être juge des enfants ». Et puis qui vont très vite changer d'orientation parce qu'ils vont comprendre que voilà, la magistrature, c'est parfois un petit peu compliqué et puis surtout qu'on n'est pas juge des enfants directement. Mais ça, on leur expliquera, enfin en tout cas mes collègues qui accompagnent sur la voie professionnelle expliqueront tout ça aux étudiants. Donc, je crois que j'en ai terminé avec la présentation. Oui. Donc, est-ce que vous avez des questions sur l'accompagnement, sur le mode de fonctionnement? Oui. Alors, on va parler de taux de réussite plutôt que de taux d'échec. On préfère toujours, non? Ah, très intéressant comme question. Oui. Donc, on les répète pour les personnes qui sont en ligne. Quel est le taux de réussite de passage au sein de notre établissement et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour réussir sa première année? Julie, je te laisse sur les chiffres. La première, oui, sur les chiffres, c'est ma partie. Donc, le taux de passage en première année, il varie en fonction des années et des promotions, mais il oscille en général autour des 70% en première année. Parfois, il peut être de 68, de 67, comme parfois, il peut être de 72%. Donc, j'ai tendance à dire qu'on a une moyenne autour des 70% de taux de passage en première année, qui est plutôt un très bon taux de passage par rapport à ce que l'on peut connaître au niveau national en général. Voilà. Donc, nos efforts de mise en place de dispositifs d'accompagnement vers la réussite sont plutôt encourageants puisque ce taux est plutôt un très bon taux de passage. Oui, et j'ajouterais que dans les 30% d'échecs, il y a toute une partie d'étudiants qui changent complètement d'orientation. Ça aussi, en première année, c'est l'année qui permet de fixer son choix et c'est absolument pas un échec de se dire en fin de première année, finalement, c'est pas du tout ce que j'aime, de dire en fin de première année ou en fin de premier semestre et de partir vers une autre orientation. Donc, dans ce taux de 30%, il faut retirer tous les étudiants qui ne choisissent pas le droit, finalement. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Il ne faut pas faire les choses à la dernière minute. C'est ça, la principale cause d'échec, c'est de travailler en dernière minute, d'être complètement débordé ou de dire, tiens, je vais m'inscrire à un atelier à une semaine de l'épreuve et ne pas en avoir suivi avant. Ce sera trop tard. Et là, ça va sembler complètement fastidieux. On va être dans une phase d'apprentissage qui ne va pas servir à grand-chose. Donc, vraiment, le secret de la réussite, c'est la régularité. C'est de se faire un planning. Moi, c'est la première chose que je dis aux étudiants à la rentrée, le planning. Et dans le planning, on met tout ce qu'on a à faire, les activités sportives, les soirées, les moments de détente. Chacun a ses activités personnelles. Et je leur dis aussi qu'une semaine d'étudiants, c'est du lundi matin au samedi soir. En tout cas, je leur dis qu'il n'y a plus de week-end pendant 9 semaines. Un semestre, c'est 9 semaines. D'accord ? Donc, il faut remettre les choses à leur juste place. C'est-à-dire qu'il faut travailler le week-end, mais il faut s'accorder aussi de la détente sur une journée ou une demi-journée. Et puis, un planning, c'est fait aussi pour ne pas être respecté, mais ça recadre.
C'est-à-dire que si on a eu un petit imprévu, parce que voilà, il faut aussi profiter des joies de la vie étudiante, ben, on sait que le lendemain, il faut recadrer tout de suite. Et c'est ça le secret de la réussite. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est travailler à la dernière minute et se laisser bercer en disant ça ira, ça ira. Non, si ça ne va pas, tout de suite, il y a une réponse au niveau du personnel enseignant et du personnel administratif. Vraiment, le plus de la fac de droit, c'est de vous offrir un interlocuteur, en fait. Donc, il faut jamais laisser traîner une situation, quelle qu'elle soit. Alors, comment choisir la bonne licence? Enfin, alors, tous les parcours permettent d'avoir une licence de droit. Donc, il n'y a aucun parcours qui empêchera un étudiant d'aller vers un master de droit. D'accord? Donc, si l'étudiant, le lycéen a une affinité, est attiré, alors souvent c'est le droit euro, hein, je vais donner cet exemple-là, par les langues, il a envie de projets à l'étranger, il se voit avocat au barreau de New York, il choisit la licence euro. S'il se rend compte au premier semestre, voire à la fin de la première année, que finalement, le barreau français, c'est pas mal non plus, et que voilà, les cours de la licence euro ne lui conviennent pas complètement, il y a des possibilités de changement de parcours. D'accord ? On n'est pas enfermé dans un parcours. Alors, il faudra rencontrer le responsable de formation, mais voilà, on ne s'oppose jamais au changement de parcours si l'étudiant a les prérequis. Par exemple, c'est plus facile de changer de licence euro à DCJ que de DCJ à euro si l'étudiant n'a aucun niveau d'anglais. Il ne va pas être pris en licence euro. D'accord ? Oui. Pour la licence euro, quelle est la place internationale dans les programmes d'études? Et si à une césure qui serait intéressante pour l'étudiant, à quel moment il faudrait la placer? Alors, mon collègue de la licence euro sera là à la prochaine conf, mais je vais répondre de manière générale à votre question. La place de l'international, elle est énorme. Elle prend quasiment toute la place de la licence euro, à part les matières fondamentales qui sont en droit français. D'accord ? Donc, toutes les matières autres que les fondas sont des matières qui sont en lien avec l'international. L'année de césure, c'est après la licence. Alors, il doit faire un stage qui est de préférence un stage à l'étranger, donc le stage de 8 semaines, ou dans une entreprise étrangère dont le siège est en France, si l'étudiant n'a pas la possibilité d'aller à l'étranger. Donc, le côté étranger, c'est plutôt au niveau du stage. Et après l'année de césure, elle peut se faire au choix de l'étudiant, ce n'est pas une obligation, à l'étranger. Il y a aussi la possibilité de mobilité Erasmus dès la licence 3 pour la licence européenne de droit, justement, sur un semestre, et ou en master 1 également, voilà, pour les mobilités étrangères, internationales. Alors, c'est 8 semaines minimum pour valider le diplôme pour nous. Mais bien évidemment que si l'étudiant a envie de faire déjà 8 semaines en licence 2 et 8 semaines en licence 3, il n'y a aucun souci pour nous, nous conventionnons dès lors que celui-ci a un lien avec le milieu du droit. Parce que par contre, nous demander de conventionner, parce que ça peut nous arriver quand même de temps en temps, 8 semaines de stage pour quelque chose qui n'a rien à voir avec le droit, ça ne sera pas possible. En revanche, si l'étudiant a l'opportunité d'aller faire 2 mois de plus à l'étranger sur une filière, des missions en lien avec le droit, il n'y a aucun souci. C'est 8 semaines minimum. Alors, par contre, je précise que cela se fait sur des périodes où il n'a pas cours.
Bien évidemment. Mhm. Dans une autre université avec laquelle nous sommes en partenariat, soit via Erasmus, soit en convention globale au sein de l'université. Donc, ça permet de faire soit en Europe, soit à l'international. Tout à fait. Et alors, c'est soumis bien évidemment à quelques prérequis, puisque le principe normalement d'une mobilité Erasmus en droit, c'est d'aller suivre du droit international et européen dans un autre pays, et donc d'avoir un niveau de compétences linguistiques qui sera vérifié en amont de la mobilité pour être en capacité de suivre des cours de droit international et européen en anglais. Donc la licence européenne est en quelque sorte la filière la plus appropriée pour permettre cette mobilité Erasmus, puisqu'en général, nos étudiants ont ce niveau requis. Ce n'est pas impossible pour les autres filières, DCJ ou droit et sciences politiques, mais plus complexe de permettre d'avoir le niveau linguistique requis pour suivre ce cours de droit international et européen en langue étrangère. Voilà. Bien évidemment. À partir du moment où on est en mobilité Erasmus, on est dans un cadre qui permet du coup la reconnaissance des crédits ECTS qui du coup permettent la délivrance du diplôme reconnu par l'État. Donc ces 6 mois à l'étranger ne sont pas du tout perdus, au contraire, ils sont reconnus parce qu'ils ont suivi des cours dans cette université partenaire par équivalence validée par notre université de conventionnement qui est pour nous l'université Toulouse-Capitole et qui du coup reconnaît les 30 crédits ECTS du semestre passé à l'étranger. Dès lors que l'étudiant a validé les ECTS dans l'université partenaire et donc a fait ce qu'il fallait pour aller en cours, suivre les cours, passer les évaluations, obtenir les notes requises pour obtenir les crédits ECTS. Ces 6 mois-là ne sont pas du fun et exclusivement que du fun, même s'il y en a aussi. Alors, on a des partenaires Erasmus qui conventionnent directement avec la fac de droit. Donc, on a une liste d'une trentaine à peu près de partenaires. Et puis, on a aussi les conventions globales de l'Université catholique de Lille qui sont là partout dans le monde et qui, en fonction des partenariats de conventions globales, nous permettent d'envoyer quelques étudiants sur tous les continents. Alors, dans la licence DCJ, les étudiants ont 2 heures d'anglais en première année, 2 heures par semaine. Pas en licence DCJ. Alors, nous avons notre laboratoire de langue qui est le CLARIF, qui est indépendant de la fac de droit. Donc, les étudiants qui souhaitent s'inscrire pour avoir un cours, mais là, on est plutôt sur des cours du soir, un cours supplémentaire, mais ce cours ne peut pas être valorisé dans l'obtention des crédits ECTS. C'est vraiment pour avoir, voilà, c'est quelque chose qui est fait à côté. En DCJ, il n'y a que le cours d'anglais. Oui, mademoiselle. Très bonne question. Alors, la part des oraux dans la licence européenne de droit. Bonjour à tous. Alors moi, je suis responsable de la licence droit Sciences Po, donc je suis ravie de vous voir. La part des oraux, c'est ça? Oraux. Des épreuves orales. Alors, le principe dans l'établissement pour tous les parcours, c'est que pour les matières fondamentales, l'évaluation est faite à l'écrit. Pour toutes les matières complémentaires, dont les matières spécifiques à la licence euro, en principe, c'est l'oral. Cependant, c'est un principe. Dans la réalité, les enseignants étant des visiting professors, venant d'ailleurs, on ne peut pas les faire revenir pour faire passer des oraux. C'est un peu compliqué. Ils peuvent venir pendant le semestre pour faire leurs cours sereinement et on ne fait pas des oraux à distance. Ce n'est pas notre tasse de thé. Donc, on a fait le choix de basculer sur des écrits plutôt que sur des oraux, sauf à ce que les enseignants soient présents et qu'ils puissent assurer la charge. C'est la contrepartie. C'est fantastique d'avoir des enseignants qui viennent de partout dans le monde, mais on ne peut pas les faire venir 2 fois, 3 fois. Ce n'est pas réaliste, ni pour eux, ni pour nous,
ni Pour l'écologie. écologiquement parlant. Voilà, vous l'aurez compris. Ni pour l'empreinte carbone. Pour l'empreinte carbone, c'est pas possible. Donc voilà, donc la part réelle, en fait, le principe c'est l'oral, mais la réalité c'est que dans de nombreux cas, on est obligé de basculer sur un truc barbare, l'oral écrit, c'est-à-dire les preuves adaptées à l'écrit. Je vous en prie. Merci Sarah. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour ce temps d'échange et vous dire qu'il y a plein d'autres conférences cet après-midi et une ce midi, comment vivre son année de droit, des témoignages avec nos étudiants, puis à 13h30, les responsables de formation qui pourront répondre à toutes vos questions sur nos parcours présentés au sein de l'établissement. Merci de Merci votre à vous. attention. Au revoir. Excusez-moi. Oui, en fait, mon fils est